Émancipation. Fanfiction Harry Potter. Par le studio Calu Records. Catégorie Boys Love. Couple phare Harry Potter et Severus Snape. Chapitre 10. Un soir de juin, Draco termine d'humeur guillerette ses ablutions avant d'aller se coucher. Aujourd'hui, parmi les bijoux appartenant à la famille Malfoy, il a choisi une bague de fiançailles, informant sa mère qu'il voulait l'avoir sur lui pour son retour à Poudlard, étant donné que son anniversaire survient pendant le prochain trimestre. Il sourit au souvenir de sa mère, s'extasiant d'une Pansy enchantée par son bon goût. La jeune fille le saurait certainement, du moins en admettant qu'elle puisse mettre la main dessus. Il se glisse sous les couvertures et, d'un mot, éteint la lumière. Il espère sincèrement que son bon goût ne lui fera pas défaut au moment de choisir sa future femme, surtout sachant qu'il se fait encore plaisir en pensant à Ginny Weasley. Il a essayé de s'imaginer avec d'autres filles, y compris des rousses, mais a lamentablement échoué. Peut-être que s'il le faisait avec certaines d'entre elles, elles lui sortiraient de la tête. Tombant lentement dans le sommeil, il convient qu'il ne risque rien à tenter le coup. Il a fermé les yeux depuis seulement quelques instants qu'il est réveillé par une voix au perché. « Jeune maître! Monsieur! Jeune maître! Monsieur !» Un elfe de maison est accroché à ses couvertures. « Quoi ?» grogne-t-il en râlant. La créature sursaute de peur et recule en trébuchant, avant de s'incliner tellement bas que ses oreilles effleurent le sol. « Jeune maître, monsieur, le maître a envoyé Rocky pour vous chercher. Monsieur, il veut que vous soyez prêt pour accueillir les invités, monsieur. » L'elfe tremble de la tête aux pieds. Draco cligne des yeux, réalisant brusquement qu'on doit déjà être aux premières heures du matin. « D'accord, bâille-t-il. Je descends dans quelques minutes. » L'elfe de maison disparaît dans un pop, tandis qu'il sort de son lit en grommelant. Il se fige alors. Il vient de comprendre la signification des paroles de la créature. Il se rassoit, cette fois complètement éveillé et glacé jusqu'aux entrailles. De toute façon, il devait s'y attendre, bien qu'il eût préféré que cela intervienne le plus tard possible. Lentement, il calme sa respiration comme Severus lui a enseigné. S'il veut s'en sortir en vie, il doit minutieusement se préparer. Il dresse ses boucliers d'occlumencie, range derrière le mur qu'il a construit dans son esprit tout ce qui est suspicieux et met au-devant de son esprit les pensées et souvenirs en adéquation avec ce qu'on attend du fils d'un mange-mort de haut rang. Il se rafraîchit un peu et enfile une robe noire, après quoi il sort pour rencontrer son père et le Seigneur des Ténèbres. Il décide de laisser la peur se diffuser au milieu de ses pensées, une émotion qu'il n'aura nullement besoin de simuler. Hermione range le dernier de ses livres dans sa malle et ferme le couvercle, soufflant pour éloigner une boucle de cheveux de son visage. Demain, c'est l'anniversaire d'Harry, et elle se rend à Londres pour passer le reste de l'été avec ses amis. Dire que ses parents n'étaient pas jouasses est un euphémisme. En fait, ils ont eu plusieurs altercations au cours des dernières semaines à propos de son retour à Poudlard. Ses parents considèrent que l'endroit n'est plus sûr, surtout depuis qu'ils ont appris qu'elle avait été blessée. Elle a pourtant réussi à les convaincre que ce n'était pas plus sûr de se balader dans les rues et qu'à l'école, elle serait plus en sécurité que nulle part ailleurs. Au moins, c'est la vérité. Elle se lève pour prendre sa chemise de nuit, puis se dirige vers la salle de bain, grattant au passage derrière les oreilles de Patenron. La une du journal de ce matin proclame, dans un ton de panique, que les détraqueurs ne sont plus sous le contrôle du ministère et qu'ils ont fui Azkaban
avec les mange-morts incarcérés. Les autres prisonniers ont été embrassés et laissés derrière. Elle s'attendait depuis un moment à ce que cela arrive, mais a néanmoins subi le choc de voir en première page ces visages grimaçants et malveillants la dévisager. Bien qu'elle ne puisse rien y faire, elle espère toutefois que ses parents iront bien pendant son absence. Tard dans la nuit, Hermione s'assoit brusquement dans son lit, réveillée en sursaut par un chahut au milieu de sa chambre. Les miaulements puis les feulements de Patenron emplissent l'air, se mêlant à des cris de surprise, des jurons et des glapissements de souffrance. Soudain, la lumière vacillante d'une baguette éclaire 3 sorciers de grande taille, ainsi que son chat en train de sauter sur l'un d'entre eux, lui enfonçant ses griffes dans le visage. Sortant de sa stupeur, elle plonge pour saisir sa baguette sur la table de chevet, mais est jetée contre le mur par un sort de projection de moyenne intensité, qui semble pourtant l'avoir presque assommée. Sa baguette est appelée et tombe droit dans les mains de Thorfinn Roll. Elle l'a reconnu d'après la photo du journal. Le deuxième, Dolhove, la fixe avec un air mauvais. En baissant les yeux, elle constate que sa chemise s'est relevée, exposant ses seins. Choquée, elle rabaisse le vêtement et croise les bras contre elle en signe de protection. Ça n'empêche pas l'homme de tirer sur ses bras, avant de retirer vivement sa main, la secouant et hurlant comme s'il s'était brûlé. « Saleté de vierge !» jure-t-il, tout en tapant Roll derrière la tête pour s'être moqué de lui. Pendant ce temps, le troisième mange-mort, qui se trouve être McNair, est parvenu à saisir Patenron par la peau du cou pour l'éloigner de lui. « Putain de bestiole !» hurle-t-il en colère. Il pointe sa baguette sur l'animal et lance un sort de découpe tellement fort qu'il tranche littéralement le chat en 2. « Non !» Hermione se jette vers lui, mais elle est interceptée par Dolhove, qui l'attrape par les cheveux et la tracte derrière lui en sortant de la chambre. Ainsi, ils descendent l'escalier jusqu'au salon, l'homme ignorant les griffures qu'elle laisse sur ses mains. Ça fait tellement mal. Pas seulement le fait qu'il lui tire les cheveux, mais aussi qu'il la traîne sans lui donner ne serait-ce qu'un moment pour se remettre. Il finit par la jeter brutalement au sol dans le salon, à quelques millimètres de la petite table contre laquelle elle est à 2 doigts de se fracasser le crâne. Lentement, elle redresse la tête et tombe sur ses parents serrés l'un contre l'autre, pas très loin de Notre Seigneur et Mulciber, qui se marre et se moque du visage griffé de McNair. Avant qu'elle ne puisse faire un mouvement dans leur direction, elle est frappée par un sort de saucissonnage et tirée vers l'arrière. « Bien, sang de bourbe !» fait la voix traînante de Note. « Tu vas être contente de savoir que notre maître a décidé de te faire la grâce de son attention. Il t'offre le privilège de servir d'appât pour qu'il attrape le sauveur du monde sorcier et lui en fasse baver. » Les autres ricanent avec malveillance. « Malheureusement, il a ordonné que tu sois amenée à lui en entier et vivante, » explique-t-il avec regret, avant de sourire joyeusement. « Toutefois, cela ne s'applique pas à ces sales moldus ici présents. » Hermione n'a d'autre échappatoire que de regarder en silence ses parents être frappés encore et encore par le sort de Cruciatus. Leur corps convulsant en criant de souffrance sous les railleries des mange-morts. Intérieurement, elle supplie Merlin, Dieu et quiconque de les stopper. Après ça, c'est au tour des sorts briseurs d'os et de découpes qui les mutilent, les rendant méconnaissables. Partout, du sang. Elle n'aurait jamais imaginé que le corps humain puisse en contenir autant. Finalement, après semble-t-il des heures, l'Avada Kedavra est lancée. Elle est libérée du sort, mise sur ses pieds et remorquée, n'ayant plus assez de force ou de jugeote pour lutter. « Jeune maître,
Monsieur, jeune maître, monsieur !» Théodore est réveillé et debout au moment où il entend la voix de Missy. « Oui ?»« Le maître et ses amis viennent de pénétrer dans les jardins à travers le portail, monsieur. » Il est incapable de retenir le sourire de satisfaction qui étire son visage. « Très bien, tu connais tes consignes. » L'elfe hoche la tête frénétiquement, les oreilles battent en l'air, puis il disparaît dans un pop. Il sort de son lit et s'habille avec précision et célérité. Il se lance un sortilège de désillusion et un autre pour qu'on ne l'entende pas se déplacer. Il va se positionner à proximité de l'escalier afin d'avoir une bonne vue de l'entrée principale lorsque le groupe entrera. Et les voilà. Son père est le premier à franchir le seuil, suivi de Mulcibert et d'un Macnair qui apparemment porte des griffures sur le visage et saigne. Viennent ensuite Royle et Dolohov, et entre eux, son cœur rate un battement, et de la sueur se met à couler sur son front lorsqu'il la reconnaît. « Non, 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 s'il vous plaît, Merlin, non !»« Mais si !» hurle son père en ôtant son manteau qu'il accroche sur une patère. L'elfe apparaît immédiatement, s'inclinant. « Oui, maître !»« Apporte-nous tout de suite à manger dans le grand salon. En attendant, donne-nous à boire. » lui ordonne-t-il sans même la regarder. L'elfe s'incline et transplane. « Où est ton fils ?» demande Mulcibert en se déshabillant à son tour. « Je n'en sais rien et je m'en fiche. » maugrait l'homme, clairement agacé. « Ce bon à rien, cette petite merde, est sûrement planquée quelque part par là. » En entendant ces paroles, Hermione relève la tête et regarde désespérément autour d'elle. De là où il est, elle ne paraît pas être blessée, ce qui le soulage en quelque sorte. Son père la saisit avec brutalité, provoquant un élan de rage chez Théodore, et il la conduit vers la porte menant au cachot. « Installez-vous confortablement pendant que je m'occupe de notre invité, » lance-t-il par-dessus son épaule. Les autres éclatent de rire, tandis que notre seigneur prend la porte de droite. Recroquevillé contre la balustrade du premier étage, Théodore prend de longues respirations pour réprimer la panique qui l'envahit. Pas question de perdre la tête dans un moment pareil. Elle est toujours en vie et désarmée, ce qui signifie que le Seigneur des Ténèbres a des plans l'impliquant et que rien ne devrait lui arriver dans les prochaines heures. Il voit son père réapparaître par la porte conduisant à l'escalier vers le sous-sol, puis traverser le hall et suivre ses compagnons mange-morts vers l'aile ouest du manoir. Tourne cette situation à ton avantage. Utilise l'excès de confiance de tes ennemis et frappe-les à mort. Un sourire absolument malsain éclaire son visage. Maintenant, qu'est-ce que leur maître fera lorsqu'il apprendra que sa proie a glissé sous leur nez? Hein? Il vérifie que les sortilèges sont toujours en place. Puis il descend au rez-de-chaussée, gardant constamment un œil sur l'entrée de l'aile ouest. La petite porte vers la cuisine est masquée par une tapisserie. Il la déplace avec précaution et se glisse à l'intérieur. Comme toujours, les elfes de maison l'accueillent avec allégresse, le conduisent vers la nourriture prête à être servie. Il prend la fiole de potion de sa poche intérieure et en verse une bonne rasade sur tous les plats, se félicitant encore une fois de son ingéniosité. S'il s'était agi d'un vrai poison, les elfes l'auraient reconnu et l'auraient empêché de procéder. Quoique, d'après lui, ils ont pressenti à quoi cela servait. Théodore s'est assis pour attendre la prochaine étape et contemple son œuvre. Il faut qu'il sorte Hermione de là, de préférence sans laisser de traces qui mèneraient à lui ou au manoir. Il doit la convaincre de taire les détails de son évasion et de le laisser gérer ses agresseurs à sa façon. Il passe une main dans ses cheveux et lâche un soupir. Il est conscient que ce ne sera pas une partie de plaisir. Pourtant, il doit tenter le coup parce que, sinon, la seule autre possibilité sera de lui lancer le sort d'oubliette. Et ce n'est pas quelque chose qu'il a envie de faire.
Après avoir contrôlé qu'il a imbibé chaque morceau de nourriture et chaque boisson, il remet en place les sortilèges et retourne vers l'entrée. Il doit récupérer la baguette d'Hermione, qui doit être dans la poche du manteau de l'un des mange-morts qui pend au vestiaire. Et elle est effectivement là. Un morceau de bois fin qui dépasse de la robe de Royle. Il la reconnaîtrait n'importe où. Il approche de la porte massive menant au cachot et, sans faire de bruit, tourne la poignée. Un bruit de clic et, à son grand étonnement, elle s'ouvre. Merlin, quelle arrogance! Son père ne s'est même pas donné la peine de fermer à clé. Refermant derrière lui, il descend l'escalier, une torche à la main, frissonnant à cause de l'air froid. De là où il est, dans le couloir, il l'entend pleurer, et son cœur se serre dans sa poitrine. Combien aurait-il donné pour lui épargner tout ça? En suivant le son, il atteint la dernière cellule et jette un œil à l'intérieur. Hermione est assise à même le sol, les genoux serrés, se balançant d'avant en arrière, le visage fermement appuyé contre eux. Incapable de supporter davantage la vision de sa souffrance, il s'avance, lance un Halo Mora sur la serrure. La lourde porte en bois s'ouvre en grand. Elle relève la tête et cligne des yeux comme confuse. Il se rappelle soudain qu'il est toujours invisible. Il retire le sortilège, préparé à la pire des réactions. Pourtant, avant qu'il ait pu ouvrir la bouche pour lui expliquer, elle bondit et se jette sur lui, le faisant tomber sur le sol. L'instant d'après, il se retrouve avec une sorcière à peine vêtue sur les genoux, qui s'accroche de toutes ses forces à lui et qui pleure comme une hystérique sur son épaule. Dire qu'il est choqué serait être bien en dessous de la vérité. Pendant quelques minutes, il reste assis et regarde sans comprendre. Puis, avec hésitation, il enroule ses bras autour d'elle. Elle ne le repousse pas. Alors il raffermit son emprise et enfouit son visage dans ses cheveux, le cœur au bord des lèvres. Ça doit être un rêve. Oui, ça doit être ça, puisqu'il ne voit pas d'autres explications. Combien de fois a-t-il rêvé de la tenir entre ses bras? Et maintenant, elle est là, son ange blessé et bouleversé, mais toujours entre ses bras. Il commence à tanguer, faisant des cercles dans son dos en lui murmurant des phrases sans aucun sens à l'oreille pour la calmer. Un beau moment plus tard, les pleurs se transforment en hoquets, puis cessent complètement, les laissant dans le silence. Jusqu'à ce qu'Hermione soupire lourdement et relève la tête. Elle n'a pas l'air bien. Ses cheveux sont emmêlés et ses yeux rougis et gonflés. Pourtant, ils sont durs et emplis de détermination et de quelque chose d'autre qu'il ne lui a jamais vu auparavant. Dans l'incapacité de se contrôler, il sent son souffle s'affoler et sa queue se dresser sous le regard fier de sa captive. Elle est tellement belle dans la colère. Ma déesse, je suis à jamais ton humble serviteur. Je sais que les roses venaient de toi, elle lui dit, la voix un peu rauque, et je sais pourquoi tu me les as offertes. Une haine sans nom tord son visage, la rendant horrible. Ils ont tué mes parents, hurle-t-elle avec rage, torturés devant mes yeux, puis tués, et Patenron. Elle reprend son souffle à grand renfort de respiration, puis elle lui prend le visage entre ses mains, le pressant, presque avec douleur. Jure-moi qu'ils ne survivront pas ce jour, et je te donnerai tout. Je le jure, énonce-t-il dans un souffle, ne croyant pas à sa chance. Je le jure, mon amour, tout pour toi. Elle hoche la tête, donnant son accord, et relâche son visage pour enrouler ses bras autour de lui et poser sa joue contre la sienne. Il respire fort et tente de reprendre ses esprits. Puis il réalise qu'il vaut mieux pour eux qu'ils se bougent, faute de quoi ils vont se faire attraper. Alors il la lâche à regret.
Hermione, mon amour, écoute-moi attentivement. Du bout des doigts, il essuie le reste de ses larmes. On va remonter dans le hall, d'où tu pourras utiliser la cheminette pour t'échapper. Va au chaudron baveur. Tom pourra te protéger en attendant que les aurores n'arrivent. La cheminette est protégée, de sorte qu'ils ne pourront pas remonter ta trace. Ne leur dis pas où tu étais, ou que quelqu'un t'a aidé, d'accord? Elle acquiesce, ayant compris. Bien, allons-y. Hermione descend de ses genoux, lui permettant de se lever et de l'aider à son tour. Il monte l'escalier, puis Théodore lui remet sa baguette et, avec la sienne, remet les sortilèges de camouflage sur lui. Il lui dit d'attendre un instant. Le hall étant vide, il lance un sort de silence sur l'âtre pour faire bonne mesure, et lui fit signe de venir. Il lui montre le pot de poudre de cheminette sur le manteau de la cheminée. Il soupire de soulagement dès que les flammes reviennent à la normale. Il efface toutes les traces de sa magie et fait en sorte que la porte des cachots reste grande ouverte, après quoi il retourne dans sa chambre. Dans 1 heure au plus, le jour va se lever et le Seigneur des Ténèbres devrait arriver d'ici peu. Il appelle Missy pour avoir la confirmation que toute la nourriture et toutes les boissons contaminées sont d'ores et déjà remplacées et jetées. Il décide de prendre un long bain, se complaisant de savoir que tout ce dont il a rêvé est sur le point de se réaliser très bientôt. Hermione est assise, enveloppée dans des couvertures du département de la justice magique, buvant sa 5e tasse de chocolat chaud, et elle regarde les aurores et les autres officiels s'activer avec hâte. Il est évident que sa maison n'est pas la seule à avoir été attaquée cette nuit. Néanmoins, il semble qu'elle soit la seule à en avoir réchappé, et relativement indemne. Et bien que le souvenir de la torture et la mort de ses parents flotte devant ses yeux à chaque fois qu'elle ferme les yeux, elle ne peut pas s'empêcher de se considérer comme chanceuse. Elle a raconté les événements de la nuit dernière dans les moindres détails, omettant Théodore et le manoir Nock. Elle leur a expliqué qu'elle avait réussi à arracher à Royle sa baguette pendant qu'il était occupé à regarder ailleurs, et qu'elle l'avait cachée sous ses vêtements, l'utilisant pour ouvrir la porte de sa cellule et s'échapper de cet endroit inconnu. Le dernier sort lancé depuis sa baguette est effectivement un Alohomora. C'est pourquoi personne ne lui a demandé de s'expliquer une seconde fois, et qu'ils se sont contentés de la féliciter pour avoir réagi aussi bien et aussi vite. Elle songe qu'il est étrange qu'à ce moment précis, il ne lui reste plus aucune larme. Oui, elle est désormais une orpheline, pas encore majeure. D'un autre côté, elle sait qu'elle n'est pas seule. Elle lève les yeux et voit Tonks arriver vers elle. Crois-le ou non, mais les corps des 5 mange-morts qui vous ont attaqué la nuit dernière ont été trouvés il y a une demi-heure, gisant au milieu des immondices derrière chez Obscurius, dans l'allée des embrumes. Hermione affiche un sourire triste. Bien. Il a tenu parole. Non pas qu'elle n'ait pas cru qu'il ne le ferait pas. Tonks cligne des yeux, étirant ses sourcils jusqu'à la racine de ses cheveux roses. Ne me regarde pas comme ça. Elle lui rétorque, agacée. On vient juste de m'épargner de les pourchasser moi-même. Tonks hoche la tête. Si tu veux tout savoir, je trouve toute cette histoire assez louche. Tout indique qu'ils ont succombé à une crise cardiaque après avoir subi le sort du Cruciatus. Et il est évident que tu sais qui les a punis à cause de ton évasion. Pourtant, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'en fait, il ne les a pas tués, et qu'il ne s'agit pas non plus d'une crise cardiaque due aux effets du Cruciatus. Elle soupire en se massant la nuque. Malheureusement, personne n'a le temps, ni l'envie de creuser la question. Malheureusement, en effet. À l'intérieur, Hermione ne peut s'empêcher de sourire. Non,
Hermione Granger ne craint absolument pas le futur, sachant qu'elle sait à qui elle appartient. À Harry, pour tout ce qui touche à l'amitié, à Théo, pour ce qui est de l'amour. Vous venez d'écouter Émancipation, une fanfiction Harry Potter, par les studios Calu Records. N'hésitez pas à consulter la suite. À très bientôt dans le prochain chapitre.